Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Vous nous suivez tous les jours à 20h30 à la télévision, via vos box. Vous nous retrouvez également chaque jour en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, les investisseurs auraient pu prétendre à une dernière séance tranquille pour conclure cette semaine. Eh bien non, Donald Trump a décidé de relancer la guerre commerciale en s'attaquant directement à l'Europe qui est menacée d'une barrière tarifaire de 50% à compter de la semaine prochaine. Si les négociations n'avancent pas plus vite, Donald Trump s'agace de voir ces négociations ne pas avancer plus vite que ce qu'il aurait espéré. L'Union européenne qui est donc dans le viseur désormais. Donald Trump menace également Apple de 25% de tarifs sur ses iPhones, les iPhones qui ne seraient pas en tout cas produits aux États-Unis. Donald Trump ainsi réinjecte une bonne dose de volatilité dans les marchés avec un sell-off des indices actions, notamment en Europe, une baisse de l'ordre de 1,5-2% sur les grands indices européens en cette fin de séance. Sur le marché américain, la volatilité remonte nettement avec un VIX qui se rapproche du niveau de 25. Et puis sur les marchés obligataires, on notera une absence de détente des rendements obligataires qui était focalisée sur la partie déficit et sur le pari budgétaire de Donald Trump jusqu'à ces derniers jours. Mais malgré le retour de la guerre commerciale, en tout cas sur cette séance, on notera une fermeté des rendements longs, notamment aux États-Unis, avec un 10 ans américain à 4,50 et plus et un 30 ans américain qui se maintient pour l'instant au-delà de 5%. Le dollar, lui, continue de baisser face aux grandes devises mondiales. L'indice dollar aura perdu plus de 1,5% sur la semaine, ce qui fait de cette semaine sa plus forte baisse hebdomadaire depuis début avril et le choc de Liberation Day. Nous reviendrons bien sûr sur cette séance particulière et le retour de la guerre commerciale avec nos invités de Planète Marché dans un instant. La bonne nouvelle, c'est que les investisseurs pourront profiter d'un week-end de 3 jours, notamment sur le marché américain et les marchés anglo-saxons. Avec Memorial Day, les marchés actions et obligataires américains resteront fermés ce lundi. Et puis toujours au rayon bonne nouvelle, ne gâchons pas une croissance meilleure que prévu en Allemagne au premier trimestre. Comme souvent, les chiffres allemands en première estimation sont révisés à la hausse. On passe de plus 0,2% à plus 0,4% pour la croissance allemande du premier trimestre et même encore plus hors variation des stocks. On est sur un rythme de croissance trimestrielle à plus d'1% pour l'Allemagne. L'industrie semble se redresser. La consommation a plutôt été vigoureuse selon les standards allemands, en tout cas sur ce premier trimestre. Et puis autre nouvelle importante pour la zone euro, l'effondrement de la croissance des salaires qui se matérialise trimestre après trimestre. On avait marqué un pic à plus de 5% de croissance des salaires selon la série négociée de la BCE au troisième trimestre 2024. On était tombé à 4% au dernier trimestre de l'année et les chiffres du premier trimestre montrent que la croissance des salaires n'est plus que de 2,4% en zone euro, ce qui conforte le marché dans l'idée que la Banque Centrale Européenne pourra continuer de baisser ses taux, à commencer par sa prochaine réunion début juin. Voilà pour les sujets du moment sur les marchés. Discussion à suivre avec nos invités. Et puis dans le dernier quart d'heure, nous parlerons de gestion active face à ces turbulences de marché. C'est le directeur général de Varenne Capital Partners qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et Donald Trump qui menace donc très directement l'Union européenne. Oui, le président américain menace l'Union européenne de 50% de droits de douane à partir du 1er juin contre des tarifs de 10% aujourd'hui. Donald Trump estime que les négociations avec l'UE ne mènent nulle part. Il rappelle sur son réseau social qu'il est très difficile de traiter avec l'Union européenne qui a été créée en premier lieu pour profiter des États-Unis d'un point de vue commercial. Pour rappel, les tarifs imposés par Donald Trump sont en pause pendant 90 jours, le temps justement de négocier et cette pause devrait prendre fin début juillet. Bon, la réaction de marché a été violente, même si elle tend à s'apaiser un petit peu au fur et à mesure, mais les indices européens subissent les plus lourdes pertes aujourd'hui. Oui, le Stoxx 600 cède 2%. En France, le CAC 40 a plongé de 3% au plus bas de la séance avant de réduire toutefois légèrement ses pertes pour évoluer autour de 7700 points.
points. Le DAX et le MIB reculent de 2,5% au cours de la séance. Aux États-Unis, les indices s'ouvrent en repli d'environ 1% pour le S&P 500 et le Dow Jones. Le Nasdaq, lui, cède plus de 1% dans les premiers échanges. L'indice VIX de la volatilité bondit de plus de 16% au cours de la séance et se rapproche du seuil de 25. Bon, que peut-on dire des valeurs et des secteurs qui sont plus particulièrement affectés aujourd'hui, Pauline ? Au sein du CAC 40, l'intégralité des valeurs sont dans le rouge. Dans les plus fortes baisses, on trouve Essilor Luxottica qui plonge de 6%, Stellantis de plus de 5%, Société Générale et Hermès reculent de plus de 4%. Aux États-Unis, Apple recule de 2,5% dans les premiers échanges. Donald Trump indique que les iPhones vendus aux États-Unis doivent être produits sur place. Si tel n'est pas le cas, Apple devra payer des tarifs d'au moins 25%. Les titres des banques américaines chutent également aujourd'hui. JP Morgan, Wells Fargo et Citigroup évoluent en repli d'environ 1% dans les premiers échanges. Qu'en est-il des marchés obligataires ? Les taux longs américains à 10 et 30 ans restent stables après ces annonces, légèrement inférieurs au niveau atteint hier en séance. Le 10 ans s'établit autour de 4,50% et le 30 ans reste supérieur à 5%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans évolue sous 2,60%. Sur le marché des changes, le dollar est sous pression face à un panier de grandes devises et accuse sa baisse hebdomadaire la plus importante depuis début avril, avec un euro-dollar autour de 1,1350. Les investisseurs sont à la recherche de valeurs refuges. Ainsi, l'or gagne 1,5% et évolue autour de 3 350 $ l'once. Bon, et puis c'est la bonne nouvelle macro du jour en Europe, l'idée d'une reprise en Allemagne confortée par la deuxième estimation de croissance en Allemagne pour le premier trimestre. Oui, la croissance en Allemagne a été révisée à la hausse à plus 0,4% sur les 3 premiers mois de l'année, après une première estimation de croissance de 0,2%. Sur le trimestre précédent, le PIB allemand était en repli de 0,2%. Quels seront les rendez-vous marquants la semaine prochaine sur les marchés, Pauline ? Lundi, Wall Street gardera porte close pour le Memorial Day. Les investisseurs regarderont surtout en fin de semaine le corps PCE américain du mois d'avril. Au-delà de ce rendez-vous, on prendra connaissance des secondes estimations de croissance pour les États-Unis et la France pour le premier trimestre. Pauline Grattel avec nous chaque soir en ouverture de Smart Bourse pour vous apporter les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Elias Gallou est avec nous ce soir, stratégiste investissement global chez Bank of America Global Research. Bonsoir Elias. Bonsoir. Merci d'être là, ravi de vous accueillir parmi nous. À nos côtés également Benoît Pelloual, directeur des investissements de Natixis Wealth Management. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Et Stéphane Déo qui est également en notre compagnie, gérant senior chez Eleva Capital. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Grégoire. Bon, on pensait qu'on avait laissé le pic Trump, le pic de la menace tarifaire derrière nous le 8 avril dernier, avec un point bas du marché qui avait été largement corrigé depuis. Et puis, c'est vrai que cette séance remet, j'allais dire, la question sur la table, avec une menace très directe, brutale, contre l'Union européenne. Est-ce que le pic Trump est définitivement passé ou est-ce qu'il faut revoir un peu sa copie de ce point de vue-là, Stéphane ? Alors, vous me demandez de prévoir Donald, c'est un peu compliqué, c'est une question vache. Je pense qu'on a quand même passé le pic. C'est-à-dire que Liberation Day, c'était on tape sur tout le monde de manière très très forte, etc., etc. Il est quand même revenu maintenant sur les tarifs en Chine. Sur d'autres, il y a un deal avec le Royaume-Uni. Donc il y a quand même... Bientôt avec l'Inde, peut-être. Exactement. Les discussions se poursuivent avec le Japon. Avec le Japon, la Corée, etc. En Asie, ça se passe bien. C'est ce que nous dit Scott. Oui, on sait qu'il a une dent contre l'Europe. En particulier contre l'Allemagne, parce qu'il y a un déficit de la balance commerciale qui est assez fort avec l'Allemagne. Moi, je n'étais pas étonné que l'Europe soit un petit peu mise de côté pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de gouvernement en Allemagne. Donc, ce n'était pas la peine d'aller taper sur les Européens. Il n'y avait personne avec qui négocier. Maintenant, on a un gouvernement en Allemagne. Donc, on se doutait qu'à un moment donné, il allait un petit peu appuyer sur l'accélérateur. Après, pour être honnête, la réaction du marché aujourd'hui, je la comprends, 50% c'est énorme, donc le marché baisse énormément, dessus, bien sûr. Remonte un petit peu parce que tout simplement le 50% n'est pas crédible, à mon avis. Je prends juste un exemple. Vous voulez faire un Boeing, il y a une partie du Boeing qui est fait par la TECOR. La TECOR, c'est en France.
si vous n'avez pas de porte-d'avions, c'est quand même un petit peu embêtant pour faire voler votre avion. Donc 50%, c'est pas crédible. Donc c'est du Trump, the art of the deal, comme il dit, on commence très très haut, on redescend. Ce qui me fait un petit peu peur, c'est que l'espoir, c'était qu'on revienne à 10% de taxes sur tout le monde. Là, le 10%, c'est vraiment le minimum. Je ne serais pas étonné qu'au lieu de revenir sur un 10% qui est déjà pas idéal, on reconverge plutôt sur du 20% plutôt que du 10%. Ouais. Donc petit à petit, on est quand même en train de s'installer dans un monde qui est très très différent, où il y a des tarifs qui sont importants, où il y a une incertitude qui est extrêmement importante. Et donc je pense que c'est inquiétant, même si une fois de plus... je pourrais parier assez beaucoup que les 50 vont disparaître à un moment donné, où on va être rabotés très nettement. Ouais. Bon, la poussière n'est pas encore retombée sur ces questions tarifaires. On n'a pas encore de visibilité parfaite, en tout cas, sur le péage tarifaire qu'il faudra payer pour entrer sur le marché américain. Benoît. Alors effectivement, il y a une question de crédibilité sur ce qui est annoncé, stratégie de négociation ou pas. Enfin voilà. Si les marchés croyaient vraiment que c'était crédible ces 50%, je ne pense pas que la baisse se limiterait à ça. Oui. Ce qui pourrait être une bonne nouvelle parce qu'on a vu que c'était ça qui le faisait réagir et qui le faisait reculer justement dans son attitude. Mais je rejoins très largement ce qu'évoquait Stéphane. En fait, quand on regarde finalement après les deals qui ont été faits avec le UK et la Chine, quand on regarde les droits de douane effectifs aux US, on est autour de 16,5%. On est bien loin des tarifs punitifs qui ont été annoncés, mais c'est un choc majeur pour l'économie mondiale. Pour rappel, avant ça, on était à un peu plus de 2% de droits de douane effectifs. Donc c'est un monde effectivement qui est très différent, qui se profile. Et c'est assez révélateur parce que le Royaume-Uni, c'est quand même un pays avec lequel les États-Unis ont des liens depuis très très longtemps, un pays ami, n'échappe pas aux 10% incompressibles. C'est quasiment x3, même plus que ça, sur ce qu'il devait payer auparavant. La Chine, qui a un pouvoir de négociation très très fort, n'échappe pas non plus à ces 10%. Donc on a quand même une bonne indication de se dire que les 10%, c'est le minimum et que c'est un monde quand même relativement différent qui se profile. La problématique, alors effectivement, le pic donc, est peut-être passé en termes d'incertitude, mais on reste sur un niveau d'incertitude très élevé. Et ce qui est problématique pour le cycle économique, c'est que les dégâts seront déjà faits et en train de se faire. Ouais. Quand on regarde les données d'enquête concernant les entreprises, des Fed régionales, etc., on voit que les signaux ne sont pas très bons en termes d'investissement. Aucune entreprise va prendre de grandes décisions d'investissement ou d'embauche dans un tel niveau d'incertitude où on ne sait pas où on va atterrir en termes de barrières douanières. Et du côté des ménages, alors je sais qu'on a régulièrement eu des niveaux de ménages assez déprimés comme on les a aujourd'hui, même si là ça commence à être assez significatif. Mais ce qui est surtout intéressant dans ces études, c'est qu'on a les premiers signes de transmission aux données réelles. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde ces études, les ménages s'inquiètent pour leur situation personnelle beaucoup plus qu'auparavant. Ils anticipent des revenus qui baissent, qui sont négativement affectés dans les 12 prochains mois. Ils redoutent de perdre leur emploi dans les prochaines années, beaucoup plus qu'auparavant. Et ça, généralement, c'est le signe que ces données d'enquête, ces soft data, sont en train de se transmettre à l'économie réelle. Et puis, bien évidemment, il y a aussi... de par l'attitude, de la façon de négocier, le doute qui a été jeté un peu sur les actifs américains, même si c'est pas forcément aussi évident que ça, mais c'est quelque chose qui contribue à ce sentiment. De la baisse là aujourd'hui. Voilà, ça contribue à ce sentiment général. Ouais. Elias, alors, je précise, vous travaillez dans l'équipe de recherche qui est dirigée par Michael Hartnett chez Bank of America et qui produit alors de la recherche régulière. Il y a notamment le fameux Fund Manager Survey sur une base mensuelle. Il y a également ce que lisent beaucoup d'investisseurs globaux, The Flow Show, qui est publié sur une base hebdomadaire, si je dis pas de bêtises. Tous les vendredis matin. Elias, qu'est-ce qui ressort de ces contacts que vous avez avec la communauté des investisseurs globaux, notamment la dernière enquête que vous avez pu mener auprès des fund managers? Qu'est-ce qui les inquiète le plus dans les risques macro? Est-ce que c'est encore le risque de trade war, d'escalade dans la guerre commerciale, ou est-ce que désormais c'est la question budgétaire et des déficits américains en premier lieu peut-être? Bien sûr. Alors déjà en parlant de la dernière Fund Manager Survey qu'on a publiée il y a 10 jours, il y a 10 jours déjà, effectivement la guerre commerciale, le risque d'accentuation de la guerre commerciale demeurait de loin le principal risque selon
selon les investisseurs qui participent à la Fund Manager Survey. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 200 à 300 investisseurs institutionnels tous les mois qui représentent aux alentours de 400 milliards d'actifs sous gestion. Donc on a une masse assez critique pour développer notre vue. Et ce que nous disent les investisseurs institutionnels, c'est que effectivement la guerre commerciale reste le principal risque. En revanche, clairement les investisseurs anticipent cette désescalade et que l'hypothèse de tarifs qui serait à 50% sur l'Union européenne, qui était à 125% sur la Chine, c'est pas ça le scénario central des investisseurs. C'est un scénario où les chaînes de distribution sont quand même globalement remises en cause. On passe à des niveaux de tarifs entre 10 et 12%. Les investisseurs, initialement, avant la détente, anticipaient un taux de tarif moyen sur la Chine d'à peu près 30%. Ils n'étaient pas loin de ce qui a été donné. Et donc, on voit que ces investisseurs, ils sont extrêmement pessimistes sur la perspective des actifs américains, mais en revanche, ils sont très optimistes sur la perspective des actifs européens. Et si vous voulez, c'est vraiment la bonne nouvelle pour nous, Européens, c'est que de par l'incertitude qui règne, comme l'a dit Benoît, très forte sur les États-Unis et sur en fait cette nouvelle ordre mondial que les investisseurs doivent digérer, eh bien la valeur refuge, ça reste l'Europe et ça reste la tech américaine aussi. La tech américaine qui est le moteur des profits sur le marché action, et de l'autre côté l'Europe où le thème séculaire reste le réarmement, le stimulus allemand et le stimulus européen à venir, et c'est ça qui compte pour les investisseurs. Au-delà du déclaratif, ça s'observe dans les flux, Elias? C'est la très bonne question, parce que souvent en fait ce qu'on aime bien observer, c'est la dichotomie entre ce que nous déclarent les investisseurs et ce qu'on voit dans les faits. Ouais. Et pour le coup, la dichotomie n'a jamais été aussi forte qu'en ce moment, qu'en 2025. Notamment lorsqu'on parle des actifs américains. Très simple, on a à peu près, sur la décennie, il y a eu 1,3 trillion, c'est-à-dire 1300 milliards de flux qui se sont dirigés vers les actions américaines. De l'autre côté, on avait jusqu'au mois de février 270 milliards d'outflows sur les fonds européens. Ce qu'on a constaté sur le mois d'avril, qui était extrêmement intéressant, c'est que malgré la panique sur les marchés, on n'avait pas d'outflows depuis les fonds equity américains, depuis les fonds actions. Ce qu'on voyait, ce qui était très intéressant, c'est que on a la possibilité d'analyser plus profondément et de différencier ce que les investisseurs domestiques ont fait par rapport aux investisseurs étrangers. Ce que les investisseurs domestiques ont fait, c'est qu'ils ont vendu le marché américain. Qui a vendu en particulier? C'était les institutionnels américains. En revanche, le retail investor, c'est-à-dire monsieur et madame Michu aux États-Unis, ils ont continué d'acheter les actions américaines. Et nous, Bank of America a le plus grand réseau de détail aux États-Unis, et on a à peu près 4 trillions d'actifs sous gestion. Donc on voit ce que l'investisseur retail américain fait. Il y a eu 22 semaines consécutives d'achat des actions américaines, ce qui a été la plus longue période jamais enregistrée. Et ça fait le marché? Ça oui. explique le rebond qu'on a vu un peu V-shape comme ça en quelques semaines du aujourd'hui, oui, tout à fait. Du point bas bien sûr, parce que l'investisseur marginal, c'est devenu l'investisseur retail. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que l'investisseur étranger, essentiellement l'investisseur européen, a aussi acheté le marché américain au mois d'avril. D'accord. Donc on a eu ce barbel de positionnement entre l'investisseur étranger et l'investisseur domestique retail. Bon. Et pour conclure là-dessus, ça veut dire que l'exceptionnalisme américain, on peut dire ce qu'on veut, mais dans les faits, c'est encore quelque chose qui existe, j'imagine, pour une partie des investisseurs. Alors. Dans les faits, il est toujours en place. Je dirais qu'il y a un processus intellectuel de remise en cause qui est en train de se faire. C'est ça vraiment le principe. Pour l'instant, c'est dans la tête. Le principal feedback que ressort de mes conversations avec les Stéphane de ce monde, c'est qu'il y a une remise en cause, mais dans les faits, on n'en est pas encore là. Ouais. Stéphane, c'est un processus intellectuel, la remise en cause des actifs américains comme étant intouchables, exceptionnels par rapport aux autres? Alors nous, on n'a pas été très intellectuels parce qu'on a bougé le portefeuille de manière beaucoup plus agressive. Ah oui. On est sorti des US à la fin de l'année dernière, en fait. Pas parce qu'on avait peur de Trump, mais à cause des valorisations qui étaient devenues... voilà. Et donc on était sortis. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de ce qu'on appelle les fast money, c'est-à-dire les petites gestions qui essayent de générer de la performance, qui ont fait la même chose. Après,
je ne suis pas tout à fait d'accord que c'est purement intellectuel, parce qu'effectivement, les énormes mammouths, les fonds de pension canadiens, les sovereign funds du Moyen-Orient, etc., là, c'est vrai, c'est plutôt des réflexions, mais ils sont tellement gros, ils ne peuvent pas bouger immédiatement ou très très vite. Il y a une inertie. Il y a une espèce, voilà, c'est des gens qui gèrent des centaines de milliards, donc ils ne peuvent pas bouger leur portefeuille, sinon le marché s'effondrerait. Mais il y a deux choses. D'une part, ça veut dire qu'il y a un flux structurel qui arrive, je pense. Ça va être une séquence longue. Voilà, qui va peser petit à petit pendant des mois, voire des années. Et le deuxième point, c'est que sur certains indicateurs, moi, je pense que l'exceptionnalisme américain a déjà pas mal de plomb dans l'aile. Un exemple, vous parliez du dollar qui baisse aujourd'hui et le VIX qui monte. Le VIX, c'est l'indice de peur. Donc, quand le VIX monte, c'est que les marchés ont peur, ils vont sur l'actif refuge. En général, l'actif refuge, c'est le dollar. Ben là, c'est fini. Depuis quelques semaines, quelques mois, l'actif refuge, c'est plus le dollar. Non. Le dollar baisse quand les marchés ont peur. Ça, c'est un symptôme que quand vous avez peur, la réaction pavlovienne, c'est plus de tout remettre aux États-Unis, c'est d'essayer d'aller en Europe, en Suisse ou ailleurs. Mais le fait qu'on le fasse juste sur quelques semaines, Stéphane, c'est déjà un enseignement quand même durable pour la suite. C'est la faiblesse de mon argument. Oui, c'est la faiblesse de mon argument. C'est quelques semaines, peut-être que les marchés vont changer d'avis demain soir, etc. Mais si vous voulez, il y a une telle incertitude, une telle manque de visibilité sur la politique que pour moi, c'est quelque chose qui va tenir. Mais une fois de plus, je suis d'accord. C'est la faiblesse de l'argument. Je peux vous donner des données depuis quelques semaines qui vont dans ce sens-là. Alors, c'est pas le VIX et le dollar, c'est pas le seul exemple. Mais il y en a d'autres. Mais effectivement, c'est peut-être que on reviendra au bon vieux temps d'avant. Mais tant qu'il y a une telle incertitude politique, moi, j'ai un peu du mal à le voir. Si vous voulez, quand on met 50% de tarifs, ça revient économiquement à faire une dévaluation. Parce que vous changez les prix relatifs de l'Europe contre les États-Unis. Donc c'est comme si vous dévaluez le dollar. Donc pour revenir à l'équilibre, il faudrait que le dollar se réapprécie. Mais c'est ce qu'on a vu avec le Canada, c'est ce qu'on avait vu au début quand Trump arrivait. Quand il annonçait des tarifs, le dollar rebondissait, mais de manière très violente dans certains cas. Là, c'est plus du tout le cas. Le dollar se casse la figure. Donc il y a vraiment quelque chose qui est cassé. Et après, la question, c'est est-ce que c'est cassé fondamentalement et pour longtemps? Ça, moi, je pense que oui. Il y a vraiment quelque chose de cassé. Oui. Si on regarde ça du point de vue de la croissance aussi, Benoît, alors après une paire d'années où les États-Unis effectivement ont généré une croissance largement au-delà du potentiel, est-ce que le fait de revenir là pour quelque temps sous le potentiel de croissance, est-ce que c'est la fin de l'exceptionnalisme américain? Est-ce qu'on peut en conclure que c'est la fin de l'exceptionnalisme américain, ou est-ce que il faut être plus mesuré? Non, enfin, je pense qu'il faut être plus mesuré, mais l'exceptionnalisme américain est très clairement en question, et ce, avant même ce qui vient de se produire. Les valorisations extrêmement tendues, les ratios rendement-risque, avant le début de cette année, alors que Trump n'avait même pas encore pris le pouvoir, on alertait sur le fait qu'il y avait autre chose à faire sur les marchés que quelques boîtes de tech américaines en termes de rendement risque et en termes d'allocation active. Donc oui, l'exceptionnalisme américain est très clairement mis en question. La politique de ce gouvernement tend à plutôt que de le prolonger, ce qui était un peu le narratif justement au moment de l'élection, tend à justement l'abîmer, cet exceptionnalisme américain. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ça va aboutir à une espèce de perte de confiance comme ça générale sur les actifs américains? J'en suis pas complètement convaincu. Je pense qu'à un moment, à un autre, déjà on sait que maintenant il y a une corde de rappel à l'action de Trump. Il y a une limite à son action qui est très claire, qui est si on a une tension, si on a un risque sur la dette, on ne plaisante pas avec les treasuries américains. C'est quand même la base qui sert de base de valorisation à tous les actifs dans le monde. Donc on voit bien qu'il y a une corde de rappel. Donc les scénarios un peu catastrophes comme ça sont un peu exclus, en tout cas dans l'immédiat. Mais c'est plus, à mon sens, quand on regarde le mouvement d'avril, on a eu d'abord un mouvement classique d'aversion au risque, c'est-à-dire qu'on s'est inquiété de la croissance, le dollar a tendance à remonter justement. Et puis ensuite, il y a eu des facteurs qui sont plus techniques, qui étaient à l'œuvre, c'est-à-dire que
guerre d'échange avec la Chine, c'était pas forcément évident. Les flux, Elias, je suis justement lecteur des travaux de son équipe, c'est pas non plus évident comme il venait de le démontrer. En revanche, ce qui est probant et ce dont on a eu la confirmation, c'est qu'effectivement il y avait des très gros fonds multistratégiques qui constataient des pertes sur les marchés actions et qui, une partie de leur liquidité sont investis en trésorerie, ils étaient obligés de réallouer, et donc il y avait cette tension, ces problématiques de liquidité sur le dollar qui étaient effectivement à l'œuvre. Donc maintenant, est-ce que ça va rester, se transformer en perte de confiance sur les actifs américains ? J'en suis pas convaincu encore une fois. Il faudrait qu'on aille probablement beaucoup plus loin dans l'action de ce gouvernement, ce qui est pas impossible. Hein. C'est quand même très très imprévisible en termes d'action. Nous, on est assez convaincus que y a la problématique budgétaire. On va probablement en reparler, mais c'est plus une problématique de croissance qui va à un moment ou à un autre s'imposer. C'est-à-dire que l'économie américaine, au final, il y avait matière à diversifier parce que c'était la seule économie dans le monde qui n'avait pas encore atterri, alors que toutes les autres ont déjà fait ce cheminement. Ce freinage, il se profile. Il se profilait plutôt comme un soft landing, et ce qui se passe est plutôt de nature à challenger ce beau scénario de soft landing et transformer ça en atterrissage un peu plus douloureux. Ça mérite un repricing sur à peu près toutes les classes d'actifs, ça méritait de diversifier, et c'est probablement ce qui est à l'œuvre. Ce qui sera probablement une corde de rappel au dollar, justement, et on retrouvera ce statut de valeur refuge dans des situations d'aversion risque un peu classiques macro où c'est l'économie qui freine. Là, il y a plutôt une phase de stress test où le marché a besoin de trouver un prix et un équilibre par rapport à une situation mouvante, voire erratique en matière de conduite de politique économique. C'est ce qui nous semble être le cas, en tout cas. J'entends. Sur le positionnement de marché, et notamment vis-à-vis du marché obligataire, qu'est-ce qu'on peut dire, Elias ? Parce que là aussi, sur une séance comme ça, le VIX monte sur les actions, le dollar baisse, et surtout, les parties longues de courbe ne bougent pas. Le 30 ans américain, et on l'a commenté tout au long de la semaine, alors avec l'obsession du débat budgétaire qui est un peu relégué aujourd'hui au second rang sur la journée, mais le 30 ans américain ne lâche pas le niveau des 5%, et on est même un peu au-delà encore en cette fin de semaine. Moi, ce qui m'a surpris tout au long de la semaine, c'était au fur et à mesure que le 30 ans approchait 5%, je ne voyais pas de réaction de la part des equities, je voyais très peu de réaction du Nasdaq, et le marché qui vraiment, Stéphane a souligné le VIX bien sûr, mais il y a aussi un autre marché qu'on doit vraiment regarder comme un peu le lait sur le feu quand il s'agit d'analyser les conditions financières, c'est le marché du crédit. Et quand on regarde les spreads entre le crédit américain et les rendements du Trésor, on voyait, c'est que typiquement Microsoft, qui est un peu le gold standard du marché du crédit américain, vous voyez les spreads de Microsoft se comprimer par rapport au Trésor. Et en particulier, si vous regardez le corporate bonds 30 ans de Microsoft par rapport aux 30 ans américains, eh bien le spread il s'est comprimé jusqu'à 20 bips hier. On n'est pas loin de faire plus confiance à Microsoft qu'à l'État et au Trésor américain. C'est ça qui est en train de se produire sur le marché. On est en train de dire, le marché est en train de trouver l'équilibre. En fait, l'actif sans risque, c'est plus... On est en train de tester l'idée. C'est moins le Trésor, le bon du Trésor, mais en fait c'est l'obligation Microsoft, c'est l'obligation de tous ces high quality de ces entreprises américaines, de grande qualité. Les grandes blue chip américaines. Et de l'autre côté, ce qu'on voit, c'est juste qu'en fait le Nasdaq, le S&P, les plus grands, les actifs de plus grande qualité, continuent de performer. Et c'est ça la valeur refuge aujourd'hui. Si vous voyez la volatilité des treasuries américaines, elle peut être comparée à la volatilité du Bitcoin. Bien sûr. On est en train de parler... L'actif sans risque a plus de volatilité aujourd'hui. Et donc c'est ça, on a cette perception de changement de l'actif sans risque qui, je pense, va se produire, et on entre dans un monde où ce sera moins risqué de prêter aux entreprises blue chip américaines ou françaises qu'au gouvernement. Mais ça veut dire que dans une construction de portefeuille, pour des investisseurs institutionnels qui ont besoin des treasuries et du dollar pour construire une allocation, on pourrait remplacer demain une partie des taux d'État souverains par de la dette d'entreprise de grande qualité. Ce serait équivalent en termes de gestion de risque, en termes de... Alors, c'est déjà ce que beaucoup d'investisseurs font. Typiquement, si vous pensez aux grands investisseurs avec beaucoup d'épargne, typiquement les fonds de pension japonais, taïwanais, ils arbitrent en général entre, par exemple, les obligations d'État européennes et le crédit américain. C'est typiquement un trade-off qui est souvent fait. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui était intéressant par rapport au positionnement du mois d'avril, c'est que la seule classe d'actifs qui a enregistré des gros outflows, c'était justement les corporate bonds américains. Le crédit, les loans, tout ça, ça a enregistré des gros outflows. Qui a
driver ces outflows, c'est les étrangers, les investisseurs étrangers. Et ça ne m'étonne pas que 2 semaines après avoir vu ces gros outflows, on voit par exemple le dollar taïwanais qui progressait de 8% sur une séance. Ce sont ces gros investisseurs qui rapatrient leur cash qui était investi dans le marché obligataire américain et qui désormais vont l'investir ailleurs. Et je pense qu'ils vont l'investir en Europe et en particulier sur les OAT françaises. Et on le verra dans les flux des prochains rapports. Du coup, qui va acheter des treasuries ? C'est la grande question. C'est la grande question. C'est la principale question qui est posée aux investisseurs. Aujourd'hui, personne ne veut toucher le long end américain. Personne ne veut toucher le Treasury 30 ans. Et finalement, Grégoire, nous, ce qu'on a publié aujourd'hui dans notre papier, c'est une approche un peu historique. Moi, je suis féru d'histoire. Et j'ai l'impression que lorsqu'on se reverra peut-être avec Benoît et Stéphane dans un an, on va peut-être se remémorer mai 2025 comme l'équivalent de février 2009 pour les equities, pour les actions américaines. Point bas du marché. Juin 2018 pour les commodités. Parce que, en fait, le rendement historique à 10 ans des obligations américaines, il a été de moins 0,06%. C'est-à-dire que si vous aviez acheté il y a 10 ans du 30 ans américain, vous auriez subi une perte annuelle de quasiment 1% par an. Ça ne peut pas arriver normalement. Ça n'est jamais arrivé. Celui qui a acheté du 30 ans il y a 10 ans ne s'est jamais dit que sur 10 ans, il pourrait perdre avec le 30 ans. Absolument. Ça n'est jamais arrivé. Et je pense qu'aujourd'hui, comme en 2009, plus personne ne voulait toucher les actions, je pense qu'aujourd'hui, on est à ce moment historique. De pessimisme là sur ces treasuries de long terme, effectivement. Oui, parce qu'en fait, on se dit qu'il y a un problème de déficit, mais le gouvernement américain a énormément de ressources aussi pour faire face à ce déficit. Bon. Donc ça s'achète alors ? Non ? Bof. Non mais qu'est-ce qui donnera envie à nouveau d'acheter un peu de dette américaine malgré tout Si je prends les porte-avions, l'IA, tout ça, encore une fois. Si je prends le 10 ans américain, en enlevant les anticipations d'inflation, parce que vous savez, sur les taux d'intérêt, il y a une partie inflation. On est à l'heure actuelle très très proche de la moyenne de la décennie avant le QE de la Fed. C'est-à-dire, vous prenez 2010, vous êtes à peu près à 1,9, on est à 1,86, donc c'est pareil. Donc on est là où on doit être, dans un environnement entre guillemets normal. Si vous regardez maintenant les anticipations d'inflation, parce qu'il faut rajouter les anticipations d'inflation, là, le marché dit que l'inflation dans un an sera à 2,2. Je ne vais pas vous bombarder de chiffres, mais l'enquête de Michigan vous dit qu'on sera à 7. Alors, alors, on sera peut-être pas à 7. Pour certains, c'est à 10 et pour d'autres, c'est à 1, quoi. Ouais, voilà. Mais on sera peut-être pas à 2 non plus. D'accord. Donc, la baisse sur les taux américains. Si vous prenez un modèle entre guillemets classique d'économiste, on appelle ça la règle d'or. C'est votre taux d'intérêt doit être à peu près équivalent à la croissance nominale de l'économie. Et ça marche en plus. Oui, et ça marche en fait super bien ce genre de choses. Alors sauf pendant la période QI où on met tout baissé. Tordu, bien sûr. Mais la croissance américaine, c'est 2 et des poussières. Je serais étonné qu'on passe durablement au-dessous de 2 sur l'inflation. Surtout avec une dette comme ça qu'il va bien falloir monétiser un jour ou l'autre. Donc 2 plus 2, un gros 2 plus un gros 2, ça fait 4,5, 4,5, 5, on y est. Et là, c'est avant un marché qui commence à avoir peur sur la trajectoire de la dette, etc. D'accord. Donc peut-être. Mais moi, je suis un petit peu dubitatif sur l'idée que les taux américains doivent baisser énormément. Ouais. Ah, c'est ça, on est là, la marge de manœuvre. Moi, 4,5, 5 sur le 10 ans américain. Le potentiel de baisse, de détente des rendements. On est là où on doit être. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, entre 2020 et 2022, quand les taux ont beaucoup monté, tout le monde disait l'économie va s'effondrer, etc. Il y a un point qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la sensibilité, pour tout un tas de raisons structurelles, la sensibilité de l'économie américaine au taux d'intérêt est probablement beaucoup plus faible qu'elle ne l'a eu été. Donc, une économie avec des taux à 4,5, c'est pas du tout invivable. La preuve, depuis plusieurs années, ça tenait même très bien. Justement, je veux dire, pour quelqu'un qui n'a pas forcément des contraintes d'investisseurs professionnels en termes de volatilité, de ratio de risque, je veux dire,
ne serait-ce que verrouiller du 4,5-5% sur long terme, mais du coup, ça veut dire qu'on ne va pas monter beaucoup plus haut, parce qu'effectivement, après, au-dessus de 5, c'est une opportunité d'achat. Ouais, c'est ça. D'accord avec cette idée-là Assez d'accord, sur le court terme, il y a encore possibilité que ça se tende encore. 5-15, bon. Et ce sera justement, nous on a assez persuadé qu'au final, la problématique de croissance et de freinage de la croissance l'emportera et fera baisser les rendements. Et donc effectivement, je rejoins un peu ce qui est évoqué. Là, sur le court terme, il y a de l'inquiétude, on se pose des questions sur la dette américaine. Est-ce qu'il y a un vrai risque de crise de la dette américaine, etc. Non, je pense pas. En tout cas, ça serait beaucoup plus inquiétant que ça. Encore une fois, si on regarde fondamentalement, il y a une trajectoire qui est pas bonne, très clairement. Oui. Et depuis Trump, justement, on a fait des réformes fiscales sans les financer. Derrière Covid, on injecte. Biden c'est une accumulation. Voilà, a jamais été aussi dépensier pour un gouvernement américain en temps de paix et de non-récession. Donc, il y a une trajectoire qui est pas bonne. Fondamentalement, le solde primaire de retraités, il est à quoi ? Il est à 3,5. Donc hors charge de la dette. L'écart croissance en valeur versus le taux apparent sur le stock de dette américain, il est à peu près équivalent à ça. Donc on n'est pas dans une situation encore hyper inquiétante en termes de finances publiques. Il y a plein de pays dans une situation plus compliquée que ça, suivez mon regard. Mais ce qui est embêtant, c'est la dynamique. C'est qu'effectivement la trajectoire n'est pas bonne. Vous dites ça en intégrant le débat budgétaire du moment, ce qui se trouve dans la Big Beautiful Bill. Est-ce que ça pourrait générer en termes de déficit supplémentaire, etc. Et c'est pour ça que le vrai sujet pour nous, c'est la croissance. Parce que, comme l'évoquait Stéphane, cet écart, pourquoi ça posait aucun problème ? Parce que la croissance en valeur était bien supérieure au taux apparent de la dette. Ça posait aucun problème. Exceptionnalisme américain, les actifs américains, tout le monde en veut, etc. Aujourd'hui, le doute s'est installé, il y a des alternatives ailleurs, on se diversifie ses portefeuilles, c'est moins évident. La croissance commence à freiner. Les promesses de réduction de coûts budgétaires, le département de l'efficacité, c'est plutôt un échec. Elon Musk se retire. On est dans un monde, c'est pas uniquement les États-Unis où les taux d'intérêt sont quand même un peu plus élevés, donc le taux apparent de la dette, il va gentiment remonter. Si en plus on a une administration qui jette le discrédit sur la Fed, qui explique que le dollar, finalement le statut de réserve internationale, c'est finalement pas si important que ça, vous ajoutez à ça 2-3 problématiques aussi de liquidité concrète. Les acheteurs principaux de la dette, les banques centrales, elles en revendent aujourd'hui, elles sont plus là. Ça fait quand même beaucoup d'éléments qui justifient cette inquiétude. Est-ce que c'est le reflet d'un danger sur la signature américaine ? Non, nous on ne pense pas. On pense que le vrai sujet, c'est le freinage de la croissance. Et donc là, sur le court terme, des rendements qui se tendent encore un peu, c'est tout à fait possible. Ça va devenir, je rejoins un peu Elias, une opportunité assez intéressante parce que le scénario de freinage de la croissance s'imposera et les rendements se mettront de nouveau à baisser. C'est un cycle même qui démarre, vous dites, Elias, chez Bank of America, pour le marché obligataire et les obligations de long terme américaines, en miroir des 10 dernières années où on a perdu de l'argent, effectivement. Ça fait déjà une paire d'années qu'on nous fait le coup de... c'est l'année des obligations, bond is back, etc., etc. Mais là, il y a quand même des arguments pour qu'il y ait un cycle qui se développe favorable à ces porteurs obligataires. Il y a des arguments des deux côtés. Il y a des arguments clairement des deux côtés, puisque la trajectoire du déficit n'est pas en faveur de ces obligations. Mais moi, ce qui vraiment m'intéresse, c'est lorsqu'on s'intéresse à ce déficit, depuis 5 ans, on est passé quand même par 2 grands programmes de stimulation de l'économie. Il y avait ce qu'on appelle sous Biden avec l'Inflation Reduction Act et le Build Back Better, triple B. Ouais. Aujourd'hui, la Big Beautiful Bill, triple B. Et avec 2 triple B, il faut que forcément le triple A américain, il disparaît. En revanche, ce qu'on voit également, c'est qu'on a un Freedom Caucus. Donc, ce sont ces conservateurs dans l'aile un peu très conservatrice du parti républicain, exactement. Et ils sont quand même beaucoup plus vocaux. On l'a vu cette semaine. Ouais. Et il y a cette prise de conscience de la part en particulier Bessent, mais aussi du Freedom Caucus, que à un moment, il va falloir baisser les dépenses publiques. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand on était passé de 4% de déficit du PIB à 7%, effectivement, ça a été une fuite en avant qui a créé de la croissance. Ah oui. Là,
je pense que cette fuite en avant est quand même beaucoup moins riche en croissance. Ce serait moins bullish action. C'est-à-dire si on nous disait demain on va remettre encore plus de déficit, d'ailleurs on le voit, hein, c'est la séquence des derniers jours, c'est pas si bullish action que ça. Du tout, parce qu'en fait ce qu'on voit c'est que l'impact sur la croissance du PIB à 10 ans, elle est estimée à moins d'1% du PIB. L'effet marginal est très faible. Donc moi ce qui m'intéresse vraiment à très court terme, c'est de voir comment les taux réels évoluent. Est-ce que les taux réels vont monter? Et c'est ça qui va causer un peu de la pain sur le marché. Mais pour le moment, ce qu'on voit, Grégoire, c'est que les actions, elles tiennent. Donc le marché des obligations va continuer à tester en envoyant les rendements à la hausse, puisqu'il y a cette théorie dans les marchés que, en fait, quel actif sert... lequel des actifs est le servant, lequel est le master. Oui. Pour le moment, on est dans une configuration, c'est les actions et le crédit qui sont à la manœuvre et c'est le marché des obligations d'État qui répond aux valuations sur le crédit et sur l'equity. Historiquement, c'est le marché des obligations qui décide. C'est les taux d'intérêt de l'actif sans risque. Intéressant. Vous dites aujourd'hui, ce qui drive les mouvements des marchés globaux, c'est ce qui se passe du côté du crédit et des actions avant tout. Ouais. Parce que les valuations, elles sont là. C'est là où on a l'effet un peu de bulle et d'animal spirit. C'est là où on voit l'appétit pour le risque. Et en revanche, comme dans tous les moments d'exubérance dans l'histoire, ça va être une hausse des equities, une hausse de la valeur des corporate bonds qui va faire que les taux réels vont monter, et les taux réels vont monter jusqu'à faire mal aux equities et aux obligations des entreprises. Bon. Parlons du reste du monde, en matière d'investissement, notamment l'Europe. Et puis, on n'a pas évoqué, alors si, à travers les discussions commerciales, l'Asie, mais la Chine. Les marchés chinois se tiennent quand même plutôt bien dans cette situation et dans cette séquence. Stéphane? Ils se tiennent bien parce qu'ils ont une performance qui était plus que médiocre depuis un certain temps. Donc les valorisations sont très très basses. Des valorisations basses, c'est un marché qui dit je ne m'attends pas à grand-chose. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas beaucoup de bonnes nouvelles pour faire remonter le marché. Après, je pense que ce qui se passe en Chine, je vois beaucoup d'économistes qui se disent c'est 4%, 4,5% de croissance, 3%. Honnêtement, je pense que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que vous avez une partie de l'économie chinoise qui est à l'arrêt. Oui. Tout ce qui est construction, immobilier, etc. Bon, ça, on ne va pas refaire l'histoire. Donc, pour arriver à 3,5 ou 4, ça veut dire que vous avez aussi des secteurs qui sont à 10% de croissance. Et du coup, il y a des opportunités magnifiques en Chine, parce qu'une fois de plus, tous les gros institutionnels sont sortis, ont eu peur. Et il y a quelques pépites avec des secteurs qui sont en pleine expansion, en particulier dans la technologie, dans l'IA, nous on est actionnaire d'une boîte qui fait des taxis autonomes et qui est en train d'exploser complètement. Donc je pense que ce qui est intéressant avec la Chine, c'est pas... alors je suis un économiste de formation, mais donc c'est pas la macro qui est intéressante, c'est il faut descendre au niveau au-dessous. Et il y a quelque chose qu'on voit d'ailleurs sur les autres marchés, qui est une divergence extrêmement forte de performance entre les secteurs. Et ça, c'est important. Donc, il ne faut pas jouer la Chine avec un indice. Il faut jouer la Chine en se disant quels sont les secteurs que le parti va soutenir et quels sont les secteurs qui ont un vrai potentiel de croissance. Et là, il y a des choses qui sont vraiment extraordinaires. Avec des potentiels de réévaluation. Avec des croissances à 2 chiffres sur une décennie, des choses vraiment impressionnantes. Et ça crée de la résilience dans une stratégie quand même, d'aller chercher un peu autre chose Ça crée de la résilience pour 2 raisons. D'une part, parce que vous avez un risque qui est totalement différent du risque... alors tout bouge un petit peu en même temps. Et beaucoup d'actifs, les taux, les actions, le crédit, etc., etc. Quand vous allez investir sur des taxis autonomes en Chine, c'est une histoire qui est complètement différente. Ou sur les robots humanoïdes, qui est un thème qui devrait exploser à notre avis d'ici quelques années. C'est passionnant ce qui se passe là-dedans. Donc vous avez vraiment des actifs qui vivent leur vie différemment des autres et donc qui vous donnent une vraie diversification. Donc ça c'est intéressant. Et puis oui, effectivement, il y a des potentiels de croissance qui sont assez impressionnants dans ces choses-là.
Benoît, c'est quoi le cœur de la résilience d'un portefeuille ou d'une construction de portefeuille là aujourd'hui ? C'est justement de prendre le contre-pied de cet exceptionnalisme américain, c'est de continuer cet effort de diversification et je suis assez d'accord avec ce que Stéphane vient d'évoquer. Il faut pas hésiter dans l'analyse, il y a des gros biais macro, mais c'est en descendant en termes de granularité où on va réussir à faire la différence. Juste à titre d'exemple, il suffit de voir le parcours des valeurs de croissance par rapport à la value aux US et regarder la même chose en Europe. On voit bien que le trade macro lié aux tarifs a un impact bien concret en termes de parcours boursier, où les valeurs de croissance européennes sont clairement à la traîne par rapport à ce qu'on voit aux États-Unis. Donc il faut vraiment appuyer cet effort de diversification qui avait été un peu abandonné, où il suffisait d'acheter les US, les perspectives, les boîtes américaines. Il y a plein d'autres choses à faire et on pense que ça reste tout à fait d'actualité. Et l'Europe reste pour nous encore un terrain de jeu super intéressant. Les valorisations sont attractives. On évoque la problématique du dollar. Ça va nous permettre de regagner plus facilement la maîtrise de l'inflation en Europe, donc peut-être plus facilement la possibilité de baisser les taux, l'Allemagne qui surprend un petit peu. Enfin, c'est pas hyper excitant encore une fois en Europe, mais je pense que c'est suffisant pour constituer en termes d'allocation active une alternative très crédible en relatif, et on l'a vu d'ailleurs dans les performances. On avait rarement vu l'Europe sur une période de temps aussi courte surperformer autant les États-Unis, alors que c'était acquis que les États-Unis, avec des gains de productivité monstrueux par rapport à l'Europe, allaient tout dominer. Donc nous, on poursuit toujours cet effort de diversification. L'Europe peut mettre quelques points d'avance aux États-Unis sur l'ensemble de l'année. Là, c'était les stratégistes de JP Morgan, 25 points. Alors je sais pas, ça fait beaucoup, mais oui, en tout cas, il y a de la marge encore pour le faire, quoi. Ça reste en tout cas tout à fait possible. Mais encore une fois, il faut faire vraiment cet effort de descendre en granularité, parce que ces tendances macro impactent bien concrètement et font des grosses différences d'un secteur à l'autre. Mais oui, on continue cet effort de diversification et l'Europe est un peu au cœur de notre terrain de jeu. Ouais. Elias, pour conclure, là, sur les perspectives en matière d'investissement, quel est le pain trade du moment, là, c'est-à-dire le trade qui fait mal à tout le monde parce que les gens sont sous-positionnés. Qu'est-ce que ça va être encore là, dans les prochaines semaines ? C'est assez clair, le pain trade, c'est là où personne n'est positionné et où le prix va surprendre tout le monde. Là où on voit où il y en a des gros positionnements en termes d'underweight, où les investisseurs ont très peu où sont peu impliqués, c'est tout ce qui est small cap, donc les valeurs boursières des petites entreprises américaines, où on a des outflows records. C'est sur aussi l'immobilier, je vous parle des REITs, où on a des outflows records et où on a un positionnement qui reste très underweight, et aussi sur l'énergie. On a dans notre fund manager survey le plus gros underweight jamais enregistré sur l'énergie, des outflows records sur l'énergie, et en fait parce que tout le monde est bearish sur le pétrole et sur les commodities, et c'est vraiment un trade qui surprend. C'est pour ça que l'énergie tient bien, le pétrole au final tient bien malgré des perspectives qui sont assez négatives. Et moi, juste pour terminer, j'aimerais aussi souligner avec vous, c'est tous ces bull market silencieux qui se produisent. Les bancaires européennes, les bancaires japonaises, aussi dans les pays émergents hors Chine. Regardez le Brésil, regardez le Mexique. On a vraiment beaucoup de belles histoires qui se produisent en dehors des grands marchés. Et l'économiste qui est en moi se rappelle un peu de ce qu'on a appris à la fac. Il faut aller chercher, la croissance de la population, et 2, la croissance de la productivité. Et ça, c'est dans les pays émergents que ça se passe, et c'est aussi en Afrique. Bon. On a peut-être perdu un bull market, pour l'instant, en tout cas aux États-Unis, mais on en a trouvé d'autres ailleurs dans le monde. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Elias Gallou, Bank of America Global Research, Stéphane Déo, Eleva Capital, et Benoît Pelloual, Natixis Wealth Management, étaient avec nous en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la gestion active face aux turbulences de marché qu'on connaît depuis notamment l'installation de Donald Trump à la Maison-Blanche. Mais c'est une séquence de plus parmi d'autres, et c'est David Mellul qui est à mes côtés en plateau pour en parler, directeur général de Varenne Capital. Bonsoir David. Bonsoir Grégoire. Avec des stratégies de gestion active, bien sûr, chez Varenne Capital. Alors, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on avait remis un peu les compteurs à zéro depuis Liberation Day, depuis le choc de début avril, en se disant que le pic de la menace tarifaire était sans doute derrière nous. On verra ce qu'il en est avec les dernières annonces de Donald Trump. Mais quand même, comment vous avez vécu à travers vos stratégies actives ce choc d'avril
et ce contre-choc qui a suivi avec un retour des actifs risqués sur les niveaux qui prévalaient même de début d'année pour le S&P 500. Ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est une séquence qu'on pouvait craindre, hein, ou qu'on pouvait anticiper depuis le début de l'année. On s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de volatilité. C'était une séquence qui était très intéressante pour nous. C'est une séquence où les gérants actifs devaient démontrer justement la valeur ajoutée de leur approche. Et je pense que chez Varenne, on a été présent. On a agi de façon ordonnée à cet épisode, puisque si je me concentre juste sur les 10 premiers jours ou les 9 premiers jours du mois d'avril, globalement, on avait abordé cette séquence avec une exposition qui était déjà européenne, qui était à plus de 50% du portefeuille, ce qui était très étrange en fin d'année dernière. Certains me disaient, mais alors, pourquoi l'US n'est pas surpondéré dans votre location? On disait non, mais les US ont tout à fait leur place, mais l'Europe aussi, pour des raisons totalement différentes. Et donc on avait une exposition qui était relativement importante à l'Europe, 60-40, on va dire 60 Europe. Et donc dans cette séquence de volatilité, ce qu'on a essayé de faire, c'était de saisir ces opportunités. Saisir ces opportunités, ça nous exposait à augmenter le niveau d'exposition au marché, dans un marché qui était mal orienté. Et donc on a déployé un petit peu tout notre arsenal d'expertise et on a transformé de l'exposition directionnelle, c'est-à-dire de l'exposition en action, en d'une exposition optionnelle. D'accord. Et ainsi faisant, globalement, on baissait l'exposition directe au marché, mais on améliorait le profil de gain si les marchés rebondissaient. Et ça s'est finalement matérialisé très bien. Il faut aussi un peu de réussite dans notre métier. Donc c'est vrai que le timing est important. Le timing est important. Le timing a été plutôt heureux, puisque c'est vrai qu'on avait saisi quelques opportunités sur des gros noms, PayPal, TSMC, Nike, sur lesquels on avait soit enfin les points d'entrée, et on a préféré rentrer en option, soit on a, pour certains cas, restructuré des positions d'option vers option. Et donc, en faisant ça, on désensibilise un petit peu le portefeuille si la baisse continue. J'entends. Et on s'expose à la hausse, au risque de hausse en tout cas, voilà. en cas de hausse. Et le rallye qu'on a eu par la suite a porté ses fruits. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, David? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé dans l'analyse que vous faites des marchés, du positionnement des investisseurs, et puis j'allais dire du contexte macro? Alors on essaye le problème c'est que Trump nous ramène très souvent au jour le jour, mais si on essaye d'avoir une vision fin d'année, qu'est-ce qui a été abîmé? Qu'est-ce qui reste en place intact de ce point de vue-là? Si on reprend un peu l'analyse globalement, consensus de marché en fin d'année dernière, tout le monde disait US. Pourquoi? Parce que le plan de l'administration Trump, à l'époque, était très convaincant. Baisse des dépenses. Donc on pourrait se permettre une baisse des recettes, et donc au travers de quoi d'une baisse du taux d'imposition. On contient l'inflation avec la hausse de la production de pétrole sur le sol américain. Qu'est-ce qui a pris du plomb dans l'aile là-dedans? C'est que finalement l'efficacité du Doge, en tout cas à date, est un peu inférieure aux attentes. Donc la baisse des dépenses n'est pas vraiment là. Donc ce qui veut dire que derrière c'est un effet domino. Si je ne vais pas réellement baisser mes dépenses, je ne peux pas réellement baisser mes recettes. Donc ça prend un peu plus de temps. Mais effectivement, encore aujourd'hui, on vit un peu au jour le jour. On voit avec l'annonce d'aujourd'hui, le point d'attention, ça reste toujours cette espèce d'instabilité impossible d'anticiper. Mais on est quand même dans un environnement où les fronts géopolitiques, où les incertitudes géopolitiques avancent. Si on reprend beaucoup de hauteur, mais bon, globalement, on avance favorablement. L'Europe est plutôt stable dans cet environnement-là, présente toujours une décote en termes de valo par rapport aux US. Donc l'Europe a tout son sens. Alors bizarrement, les avions ont changé, donc maintenant, on comprend mieux ce qu'on disait en fin d'année dernière. Et en Europe, et aux États-Unis, les publications d'entreprises qu'on avait en portefeuille depuis le début de l'année ont été en ligne avec l'attente. C'était plutôt solide, en tout cas pour ce que nous avons dans notre univers d'analyse et d'investissement. Là où il manque des éléments, c'est sur les perspectives. Bien sûr. Il manque des éléments sur les perspectives parce que ils n'ont pas de boule de cristal. Les CEO des grands groupes américains, on ne sait toujours pas ce que ça va donner concrètement. Même les externalités négatives de cette incertitude sur les droits de douane. Globalement, on ne sait pas ce que ça va induire comme incidence sur les entreprises américaines. Les taux d'intérêt et l'inflation. Tout ça reste encore sans une grande lecture. Donc forcément, sur les boîtes américaines, on a des perspectives qui sont relativement floues. Certains ont même arrêté d'en faire. Oui. Donc, beaucoup de guidances qui ont été abandonnées, ou pour le quarter, ou pour le reste de l'année. Pour le reste de l'année, bien sûr. Donc ça, c'est forcément, c'est pas perçu comme très rassurant, mais bon an, mal an,
les choses commencent à se mettre en place. Tout le monde a bien compris que le jeu de Trump, là, c'est un rapport de force, c'est une posture de négociation. Le point d'attention, ça va surtout être sur la restructuration de cette dette, l'amélioration des conditions de la dette aux États-Unis. Alors, on a constamment des échéances sur de la dette américaine. Donc, après, on peut sortir des chiffres, mais finalement, c'est un peu toujours les mêmes. Mais ce qu'il essaye de faire, l'administration Trump, c'est de trouver une meilleure structure ou structuration à sa dette. Il y a pas mal d'initiatives qui ont été lancées, des projets d'accords, de swap avec des grandes banques. Bon, tout ça, c'est pas encore totalement clair, c'est pas totalement entériné, mais on a une trajectoire. On commence, si on a envie de faire un peu d'optimisme, on commence quand même à avoir une lecture qui est un peu améliorée par rapport au début d'année et qui sera probablement encore améliorée dans les prochains mois. Et on a passé alors ce qu'on appelle le pic Trump ou le pire de Trump, effectivement autour de 2 avril. L'idée qu'on ne savait plus du tout où on allait, avec des tarifs qui n'avaient aucun sens ni queue ni tête, et qu'on ne savait pas où était la limite. Le marché a quand même réussi à encadrer un peu les choses. On a vu que Trump répondait aussi à la réponse du marché. Et donc aujourd'hui, même si on n'a pas une visibilité extraordinaire, vous dites, on peut quand même considérer avec une certaine confiance que le pire du pire est passé, quoi. Le pire du pire est passé. En tout cas, on comprend mieux où on va. On comprend mieux où on va. Je comprends. Trump et son administration parlent à son électorat. Là, il fait preuve de plus de pragmatisme. Et ça a un petit peu rassuré le marché. C'est clair pour tout le monde que c'est une posture de négociation. Et à un moment, c'est un patron de PME qui est en train de négocier, avec ses fournisseurs et ses clients. Avec 150 clients en même temps, quoi. Voilà, première économie mondiale. C'est pas grave. Non, mais c'est sûr. Et bon. On verra ce qui ressort du pari budgétaire, de la loi budgétaire, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des parties pro-business, effectivement, dans le plan de Trump, et que ces parties-là, même si elles seront peut-être un peu moins importantes que prévu, elles vont quand même arriver. Et il va quand même délivrer aussi sur ces baisses d'impôts, la dérégulation, qui sont les prochaines séquences importantes. Mais oui, dire que ça prend du temps ou que c'est inférieur aux attentes, c'est juste que le rythme, finalement, de libération un petit peu de cette énergie positive, il est inférieur aux attentes. Mais il est là. La trajectoire reste ça reste quand même une politique pro-business. Il va falloir quand même faire attention à tout ça parce que il tire quand même un peu dans le pied de certains business américains avec ces hausses de barrières douanières. Et le risque, c'est qu'on ait des hausses de prix qui ne soient pas uniquement liées à la hausse des barrières douanières, mais finalement à l'abandon de l'importation de certains produits. Ce qui veut dire que si on a une baisse de l'offre, on va forcément avoir une hausse très importante des coûts. Et c'est ça, notamment à ça que je pense quand je parle d'externalités négatives. Tout ça, c'est très compliqué de l'analyser, de l'anticiper. Mais on comprend une trajectoire, on a toujours une politique pro-business. Qu'est-ce que ça implique effectivement alors pour la dynamique des marchés, l'environnement de marché et les stratégies de Varenne Capital pour la suite de l'année là? Alors pour la dynamique de marché, je pense que ça reste malgré tout plutôt favorable parce qu'on a quand même été on a eu une vraie période d'incertitude où globalement les indices d'incertitude étaient au plus haut historique. Globalement, on est un peu rassuré. Ça veut dire que potentiellement les investisseurs peuvent se repositionner sur des points qui sont relativement favorables. Attention, les marchés ne sont pas tous valorisés équivalents. En Europe, on a une valorisation qui reste très basse. On a paradoxalement un environnement qui est sur un plan macroéconomique beaucoup plus fragile, mais plus stable qu'aux États-Unis. Donc il y a vraiment des choses à faire en Europe. Et c'est là notamment où la gestion active doit tirer son épingle du jeu, c'est que là il faut vraiment faire du cherry picking. Et c'est là que la qualité finalement des gérants et des processus de gestion vont pouvoir être mis à l'épreuve. Aux US, on en a reparlé. Il ne faut pas avoir peur aussi d'aller sur des très gros noms, selon nous, y compris ceux qui ont très bien performé ces dernières années. C'est pas parce que la tech, quoi. Notamment, dans la tech, en tout cas. Notamment dans la tech, il y a encore de très belles opportunités. Il y a encore beaucoup de potentiel. Il y a des entreprises qui traitent sur des, même si les cours de bourse ont beaucoup progressé, quand on regarde les price earnings projetés, eh bien, on est sur des niveaux de PE qui sont plus bas qu'il y a 12 mois ou 24 mois. Donc, ça, en relatif, on n'est pas très cher. Rapporté à la croissance de ces entreprises. Il faut intégrer. On est un peu, on a cette espèce de persistance rétinienne où tout ce qu'on voit, c'est la performance des 12, 18, 24 derniers mois. C'est énorme, c'est énorme. Oui, mais la croissance des bénéfices a parfois été bien supérieure à ça. Donc, il ne faut pas avoir peur de se positionner là-dessus. Donc, tout ça est plutôt favorable. Nous, on a fini le mois d'avril positif sur
tous nos fonds et positif sur tous nos moteurs de performance. Je rappelle quand même que chez Varenne, dans les fonds historiques, on combine du long action, du short action, de l'arbitrage de fusion-acquisition et des couvertures macroéconomiques. Ce qui est intéressant, c'est que tous les moteurs ont contribué en même temps. Et c'est là où on voit finalement dans l'environnement, il y a beaucoup de dispersion, beaucoup de volatilité. Si la sélection de valeur est bien faite sur le long comme sur le short, parce que ce sont deux formes d'exposition directionnelle indépendante, mais on peut avoir un moteur long positif, un moteur short positif. Sur l'arbitrage de fusion-acquisition, il y a un environnement qui reste assez cabossé. Globalement, il n'y a pas beaucoup d'opérations, mais il y a quand même encore des opportunités à les saisir. Et notre dispositif de couverture qui vise à nous protéger des risques extrêmes qui ne se sont pas matérialisés, mais les thèses commençaient à prendre un petit peu de corps. À la fin du mois d'avril, même les couvertures macroéconomiques en prix de marché amener une contribution. Ont apporté une contribution positive à la performance. Donc tout ça est très favorable. Merci beaucoup David. Merci d'être venu nous éclairer effectivement sur cet environnement de marché, la place des stratégies actives et de celles que vous développez chez Varenne Capital. David Mellul qui était à mes côtés en plateau dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, directeur général de Varenne Capital. Merci.